Plus on est de fous, plus on rit, comme dit l'adage. Les spectateurs que nous sommes persuadés que si on a plus de voitures, on aura forcément plus de spectacles. Ce qui est une réflexion tout à fait logique et valide même de prime abord. Alors, quand on a eu vent, il y a déjà quelques années, de la candidature d'un grand nom du sport automobile américain pour entrer en Formule 1, tous les fans étaient ravis. Depuis, la candidature d'Andretti et de Cadillac est passée par tous les stades. Validée par la FIA, puis rejetée par le F1 Group, puis finalement admise, mais sans Andretti, à contre-cœur du F1 Group, la F1 est passée pour ce club de riches fermé, ne voulant pas partager un gâteau toujours plus juteux au détriment du spectacle en piste et surtout des fans. Et pourtant, pour une fois, la Formule 1, certes dictée par les intérêts financiers d'abord, est allée bien plus dans le sens des fans qu'on ne pourrait le penser. Car la volonté de la Formule 1, c'est pas de rester absolument à 10 écuries, mais de savoir et de vouloir si on peut en trouver une bonne 11e. Comme l'atteste cette déclaration de Greg Maffei, le patron de Liberty Media. Et là où la grande majorité des fans que l'on est persuadée que Andretti représente une bonne 11e écurie, la réalité est peut-être un petit peu différente. Car si le projet Andretti était si bon, pourquoi la Formule 1 l'a refusé après l'approbation de la FIA? Et puis, finalement, a accepté le même projet, mais sans le nom Andretti. Est-ce que la Formule 1 a été vraiment la méchante dans l'histoire? Et qui a vraiment protégé les intérêts du sport, mais surtout celui des spectateurs? Je vous propose donc avec cette vidéo une réflexion sous un prisme un petit peu différent de ce que vous avez peut-être pu lire sur internet ou dans la presse. Parce que oui, finalement, la Formule 1 a bien été obligée, ou en tout cas forcée, à accepter une 11e écurie pour 2026. Et à la base, c'était peut-être pas dans l'intérêt des spectateurs. Bon, si on fait un état des lieux de la situation et surtout du business en Formule 1, tout va bien. Hein. Ah ouais, ça va bien, ouais. La F1, rachetée par Liberty Media, un géant américain du divertissement, a mis en place depuis 2017 une structure de produits et de services qui manquait aux fans, avec une ouverture aux réseaux sociaux et un vrai rapprochement avec les écuries et les pilotes. Le contenu est abondant sur tous les réseaux sociaux et le travail avec les diffuseurs a amélioré la qualité. Le sport s'est démocratisé grâce à Drive to Survive, attirant de nouvelles audiences, et même si le concept commence un petit peu à s'essouffler, une fiction sur la Formule 1 avec Brad Pitt et des moyens colossaux sortira en juin prochain pour relancer cette quête de nouvelles audiences. D'ailleurs, une étude de quelques années montrait un rajeunissement de 10 ans de l'âge moyen du spectateur et surtout, le sport s'est ouvert à la jante féminine, que ce soit dans les paddocks, les écuries ou devant les écrans. La F1 a aussi annoncé une collaboration avec Lego visant à toucher les plus jeunes avec, en prime, une diffusion spécialement dédiée des Grands Prix, ce que l'on appelle le F1 Kids. Alors dans le même temps, le marché américain s'est développé et l'audience est en croissance d'ailleurs sur le sol états-unien, mais reste tout de même derrière le sport auto numéro 1 aux États-Unis, la NASCAR. Ceci étant dit, on est passé de 1 Grand Prix à Austin, Texas, à 3 Grands Prix dans le pays, allant dans des capitales touristiques avec Miami, puis Las Vegas. J'ajoute quand même que le Grand Prix de Las Vegas est organisé par la Formule 1 elle-même, donc plus de pognon techniquement et plus de liberté. Et si la première édition d'un point de vue organisationnel laissait à désirer, ça s'est amélioré sur la deuxième. Alors avec tout ça, eh bien forcément, il y a quand même des sponsors qui sont venus toquer gentiment à la porte, à la fois des écuries et à la fois de Liberty Media. On compte aujourd'hui 11 partenaires globaux, dont un deal sur 10 ans avec LVMH qui a été signé en fin d'année dernière, estimé à plus de 100 millions de dollars. D'ailleurs, le chronométreur officiel de la Formule 1 n'est plus Rolex, mais Tag Heuer, et on verra le retour d'un vrai champagne sur les podiums avec Moët et Chandon pour remplacer le vin pétillant italien. Si d'un côté business, du coup, ça se passe quand même plutôt bien, c'est aussi et surtout parce que du côté un peu plus sportif, on va dire, pour les entités qui font le cœur du produit Formule 1, c'est-à-dire se pointer sur des grands prix, disputer des courses, etc., un week-end sur 2 maintenant, quasiment dans l'année, et bah ça se passe très bien aussi. Je parle bien évidemment des écuries et aussi du budget plafonné qui les a rendus viables économiquement parlant et qui, par ce fait, ont augmenté leur valeur. Aujourd'hui, la valeur moyenne d'une écurie de Formule 1, c'est 1,88 milliard de dollars. C'est à pondérer parce que forcément, vous vous doutez bien que
la Scuderia Ferrari a peut-être un petit peu plus de valeur économique que l'écurie Haas par exemple. Alors tout ce que je viens de vous dire là, ça se traduit par une valeur de l'action en bourse qui a grimpé en flèche depuis le Covid. C'est incroyable. Après le Covid qui a donné énormément d'incertitudes dans le monde et une action pour la Formule 1 qui a chuté à 20 $ et quelques, cette action s'échange aujourd'hui pour un petit peu moins de 100 $ à l'heure où j'écris ces lignes. On note une progression de 36% sur un an et aujourd'hui, la Formule 1 oscille sur les 30 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est ce que vaut la Formule 1 au global, si tu veux avoir une définition un peu plus facile. Et malgré une marquante, mais pas si longue finalement, domination en piste de Red Bull et de Max Verstappen en 2022 et 2023, le spectacle a été au rendez-vous en 2024. Et on a de belles promesses en vue de 2025. Et il ne faut pas oublier que ce qui se passe en piste est une des variables qui maintient l'attention du spectateur sur une saison. C'est donc primordial, évidemment. Donc au vu de la bonne santé de la Formule 1 au global, on peut se dire qu'on réunit à peu près toutes les bonnes conditions pour faire entrer une 11e écurie en fait. Et alors du coup, il y en a un qui s'est mis cette idée en tête de faire rentrer une 11e écurie de Formule 1 et du coup surtout de passer pour le héros de toute cette histoire, c'est Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA. La Formule 1 est organisée en deux grosses structures différentes pour pouvoir fonctionner correctement en plus de chaque écurie. Alors, d'un côté, on a la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, qui se charge de faire les règles, d'être le garant de la sécurité et de l'équité sportive. Ce sont eux qui font les règlements, émettent les pénalités et ils sont aussi les propriétaires des différents championnats du monde de sport automobile à travers le globe, dont la Formule 1. Et alors, de l'autre côté, on a ce que l'on appelle le Formula One Group. Le Formula One Group, c'est une entreprise à but lucratif et qui se charge d'exploiter commercialement les droits de la catégorie Formule 1 à travers plusieurs autres sociétés. Celle dont on entend le plus souvent parler et qui est en charge de tout l'aspect opérationnel de la Formule 1, c'est la FOM, la Formula One Management. Bref, ils font le business que n'a pas le droit de faire une fédération comme la FIA, et donc en contrepartie, le Formula One Group reverse une partie de ses revenus à la FIA. Alors évidemment, pour pouvoir fonctionner correctement, ces deux structures, que sont la FIA et le Formula One Group, en plus des équipes, doivent signer des accords sur une période donnée, pour vraiment savoir qui fait quoi. Les accords Concorde régissent la manière dont fonctionne le sport, que ce soit d'un point de vue financier, sur qui gagne quoi, d'un point de vue organisationnel, juridique, sportif, etc., etc. Et dans ces accords se trouve une clause qui dit que la Formule 1 n'est pas limitée à 10 places, mais à 12. Donc, elle a 2 places vacantes disponibles. Et donc, pour faire rentrer une 11e écurie en Formule 1, on a besoin d'avoir l'accord à la fois de la FIA et à la fois du Formula One Group. Mais on n'a pas besoin de l'accord des écuries. C'est que les deux grosses structures dont je vous parle qui doivent donner leur accord. Alors évidemment, le but d'un nouvel arrivant en Formule 1, c'est qu'il apporte quelque chose en plus au sport, qu'il crée de la valeur additionnelle pour la Formule 1. Et en février 2023, la FIA, par la volonté de Mohamed Ben Sulayem, a ouvert officiellement les candidatures pour une 11e écurie de Formule 1 pour 2026. La fédération examine donc plusieurs candidatures et les juge sur plusieurs critères. On parle des capacités techniques, financières, de répondre aux exigences de la FIA et de la Formule 1 sur les différents règlements, les personnes impliquées et leur intégrité par exemple, et évidemment, on va demander un bon gros business plan sur 5 ans, parce qu'on a besoin de savoir si c'est solide. On compte donc 7 candidats, mais seulement 4 seront vraiment pris au sérieux. On parle de Rodin, Lucky Sons, Hightech Grand Prix et donc Andretti. Alors, je vous parle pas des 2 premiers projets dont on pourra parler un jour dans une vidéo différente, parce que le projet qui nous intéresse le plus, c'est évidemment celui d'Andretti, et Hightech Grand Prix, on en reparlera dans une prochaine vidéo avec Mohamed Ben Sulayem. Andretti, c'est une famille du sport automobile américain très connue, présente en IndyCar, en Formule E, et ils ont aussi un pied dans le V8 Supercar entre autres, parmi d'autres catégories. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le Ferrari des États-Unis, mais sans les voitures de route et la légende qui va autour. En fait, en écrivant tout ça, c'est un peu complexe parce que j'arrive pas à trouver un bon exemple ou une bonne comparaison pour se rendre compte de ce que représente la famille Andretti. J'ai envie de vous dire, ça se rapproche peut-être plus d'une écurie à la Henri Pescarolo 24 heures du Mans. Voilà à peu près
niveau de notoriété, je dirais, aux États-Unis de la famille Andretti, peut-être un petit peu supérieur à Pescarolo. Je ne veux pas non plus dire que Pescarolo c'est personne, mais t'as compris. Alors dans la famille, on veut le grand-père, Mario, qui a été champion du monde de Formule 1 en 1978. Le Mario, il est plus dans un rôle de conseiller que très actif comme son fils, Michael. Michael, d'ailleurs, ancien pilote de F1 et champion de Champ Car, l'ancêtre de l'IndyCar, c'est lui qui mène le projet Andretti en Formule 1. Donc cette famille, c'est pas des nobody entre guillemets dans le sport automobile, j'allais dire mondial. Ceux qui connaissent un peu le sport auto de manière globale connaissent de nom Andretti, des fans de Formule 1 en ont entendu parler, mais autrement, voilà. Des quatre, Andretti est le projet qui montre le plus de sérieux et surtout le plus d'engagement. Ils n'ont pas attendu d'avoir un aval de la FIA ou de la Formule 1 pour se mettre au boulot. Ça construit une usine en Grande-Bretagne, ça recrute à tour de bras, ça s'organise avec les autres filiales du groupe qui roulent d'ailleurs dans d'autres catégories, bref, ça se met en place comme il le faut gentiment. Et surtout, Andretti s'associe à General Motors, le 5e plus gros constructeur de voitures mondiales, pour s'attaquer à la Formule 1. Donc le projet tient plutôt pas mal la route. Et donc en octobre 2023, après plusieurs mois d'analyse de la part de la FIA donne le feu vert à Andretti pour rentrer en Formule 1, et du coup refuse les autres candidats. Donc il ne reste plus que l'approbation du Formula One Group, et ça y est, on a une 11e écurie en Formule 1, donc globalement, en tant que fan, on est tous un peu contents en se disant « bah chouette, plus de voitures, plus de spectacles, plus on est de fous, plus on rit ». Donc le Formula One Group a commencé à étudier le dossier, et puis pendant ce temps, Andretti, comme s'ils étaient un peu déjà acceptés, a continué d'investir, de construire leurs projets, etc. en vue d'une entrée en 2026. Le Formula One Group rend donc son verdict début 2024, et c'est non. C'est non. Contrairement à la FIA et à Mohamed Ben Sulayem, le Formula One Group trouve que ce projet Andretti ne garantit pas suffisamment de compétitivité de base, mais aussi et surtout que ce projet n'apporte pas une valeur suffisante au championnat. Et ce serait peut-être même l'inverse. La Formule 1 apporterait plus à Andretti qu'autre chose. Et il y a un dernier point qui n'est pas évoqué officiellement, mais qui se fait un peu sentir, c'est que la F1 a surtout peur qu'un investisseur sportif se serve du sport pour simplement faire un coup financier sur un court terme et ne pérennise pas une écurie. Alors, les réserves concernant la compétitivité d'une écurie, c'est tout de même assez difficile à définir, sachant que ils n'ont pas encore fabriqué de voiture et encore moins roulé en Formule 1. Ceci étant dit, la Formule 1 veut absolument éviter d'accepter une écurie du type HRT du début des années 2010. Parce que vous comprenez, en vrai, si Andretti se pointe et se retrouve à 4 secondes des temps autour, ça sert à rien quoi. Enfin, ça fera pas plus de spectacle. Et puis en plus, Andretti n'a jamais fabriqué entre guillemets de voitures aussi complexes. L'IndyCar, il récupère un châssis. Donc voilà, par exemple, entre autres. Formule E, pareil. On verrait juste finalement une écurie de fond de grille, sans impact, voire presque un fiasco planifié comme une simple opération financière qui a capoté pour la Formule 1. En revanche, la question de la valeur qu'apporte Andretti à la Formule 1, elle est peut-être un poil plus simple ou facile en tout cas à comprendre. On compte donc 11 écuries pour partager finalement le même gâteau en termes de recettes. Les contrats avec les promoteurs, les diffuseurs et les sponsors sont déjà signés. Donc les 10 écuries ont un manque à gagner non prévu. Le Formula One Group reverse aux équipes une partie des revenus générés par le championnat, jusque-là normal. En 2024, ces revenus distribués aux écuries s'élevaient à 1,26 milliard de dollars. 25% de ces revenus vont pour les équipes ayant un statut dit historique. Le reste est divisé en deux colonnes. La première colonne, les équipes reçoivent une part égale, et la deuxième colonne concerne les revenus distribués en fonction du classement du championnat constructeur. En 2025, on projette 45 millions de dollars pour la colonne 1, donc à part égale, et selon les pourcentages en vigueur pour la colonne 2, le champion prendra 126 millions de dollars et le dernier 54 millions. Une 11e écurie va donc obliger à revoir ses pourcentages, et à moins que le Formula One Group décide de donner plus d'argent, et ça reste peu probable, tout le monde gagnera un petit peu moins. C'est pour cela que les accords Concorde prévoient une clause que l'on appelle anti-dilution. Si vous préférez, c'est une sorte de droit d'entrée que les nouveaux concurrents vont devoir payer
pour compenser les pertes ou le manque à gagner des écuries qui sont déjà engagées en Formule 1. Avec les accords Concorde actuels, cette clause anti-dilution s'élève à 200 millions de dollars, soit 20 millions de dollars par écurie pour compenser. Cette clause existe surtout pour protéger les équipes des nouveaux arrivants qui voudraient juste prendre une part du gâteau. Sauf que en 2020, quand les accords Concorde aujourd'hui en vigueur ont été négociés pour la période 2021-2025, la Formule 1 n'avait pas autant pris de valeur. Et les équipes commençaient à peine leur première année avec le budget plafonné. Les équipes valent toutes au minimum, ou en tout cas aux alentours du milliard de dollars aujourd'hui. Donc rentrer pour 200 millions et avoir une entreprise qui, par modèle économique et par le marché qu'elle intègre, va potentiellement valoir le milliard en quelques années, je suis désolé, mais c'est du pain béni pour faire un coup financier et revendre après quelques années ses parts. Et ça, c'est un énorme problème pour la Formule 1, parce que ça peut créer de l'instabilité dans le championnat. Les accords Concorde vont donc être renégociés cette année, puisqu'on arrive sur la fin de période, tout simplement. Ils vont être renégociés sur une nouvelle période normalement de 5 ans, et surtout, évidemment, la clause anti-dilution, elle va augmenter drastiquement parce qu'on parle aujourd'hui en termes de rumeurs d'une clause à 800 millions de dollars. Certaines écuries voudraient même 1 milliard de dollars. Voilà, donc, mais ça se profile aux alentours des 800 millions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette clause permet d'avoir un vrai garde-fou et dissuade tout projet qui ne s'inscrit pas sur le long terme pour la Formule 1. Ça assure de la stabilité pour les équipes qui roulent et la stabilité du championnat au global d'avoir un nombre d'équipes défini dans la durée. Sinon, imagine, il y a des gars qui rentrent, qui sortent, machin, et puis en fait, le peloton, il oscille entre 9 écuries et 15, et d'une année à l'autre, c'est un peu le bordel. C'est pas ouf. Parce que du coup, les promoteurs qui s'engagent sur 10 ans, par exemple, ou 15 ans pour avoir des grands prix de Formule 1, ils sont « Ah cette année, on n'a que 9 écuries et pas 15. » Donc du coup, le prix est pas le même. C'est pour éviter ce genre de problème. Toujours dans ce problème de valeur qu'apporte Andretti, c'est qu'une 11e écurie de Formule 1, c'est forcément un peu plus de concurrence pour aller chercher des sponsors. Des écuries en sont bien fournies aujourd'hui, d'autres un peu moins. Dans une moindre mesure, la valeur des équipes risque de légèrement baisser sur le simple concept de la loi du marché. Tout ce qui est rare est cher, et 11 écuries, c'est moins rare que 10. Alors attention quand même, il y a peu de chances que les écuries plongent drastiquement parce qu'il y en a une 11e qui arrive. Non, en vrai, ça devrait être très limité, voire même, ça devrait même pas se faire ressentir, je pense. Parce que 11 écuries de Formule 1 dans le monde, ça reste quand même relativement rare. Dernier point, la valeur de la marque Andretti. Elle n'est pas assez forte, et ce, malgré un partenariat avec General Motors et Cadillac qui n'assure qu'une présence de type sponsoring et non une implication technique. Donc, il y a un engagement plus faible et surtout moins risqué pour General Motors qui peut se retirer à tout moment et mettre en quelque sorte en défaut la Formule 1. En gros, c'est un peu comme ce que l'on a eu avec Alfa Romeo qui était le sponsor titre de Sauber il y a quelques années. La Formule 1 ne veut pas de ça justement. Andretti, ça parle à des passionnés de sport auto, ok. Ça parle un petit peu à des fans uniquement de Formule 1 parce qu'on en a entendu parler avec cette saga, mais au-delà de ça, ça parle pas vraiment, selon d'ailleurs les recherches faites par le Formula One Group. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander à votre entourage, par exemple, qui regarde pas forcément la Formule 1 ou qui regarde une fois de temps en temps un Grand Prix, à leur demander « Vous savez qui c'est Andretti ?» Et vous aurez votre réponse. Peut-être qu'ils connaissent, mais dans la majorité des cas, il y a peu de chance. En l'état, Andretti, il gagnerait beaucoup à entrer en Formule 1, mais c'est pas le cas dans le sens inverse. La Formule 1, il gagnerait pas énormément à avoir Andretti. Ils n'ont pas besoin d'Andretti pour fonctionner correctement, quoi. C'est pas forcément un bon deal pour le sport. Et surtout, Andretti et ce projet au global, il n'y a pas suffisamment de garanties. Pour le moment. Donc non, pas de 11e écurie en Formule 1. Les fans, malheureusement, déchantent. Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie. Malgré les justifications de la Formule 1 et du Formula One Group, que vous pouvez accepter ou pas, mais qui peuvent porter à débat ou à réflexion. Mais, et je vous l'ai dit en intro, la Formule 1 n'est pas fermée à une 11e écurie de Formule 1. Elle veut simplement avoir une vraie bonne 11e écurie de Formule 1. Et c'est là où toute la différence se fait. Parce que si on regarde bien les communications, la Formule 1 n'a pas dit non définitivement à Andretti. Ils ont dit, pour le moment c'est non, mais revenez plus tard, avec un projet avec un peu plus de garantie. La Formule 1 va donc renégocier ses accords Concorde en 2025 et forcément augmenter drastiquement la clause anti-dilution. Donc Andretti, s'ils reviennent plus tard, vont devoir payer un paquet de pognon.
et ça compensera correctement, ou du moins généreusement, les équipes. Ensuite, la Formule 1 veut surtout avoir General Motors et Cadillac, qui sont bien plus connus et de plus grande envergure qu'Andretti. Mais pour aller plus loin, ce que vise la Formule 1, c'est l'implication du constructeur américain d'un point de vue technique et pas juste d'un point de vue marketing. Donc si Andretti veut revenir, revenez avec Cadillac et faites un moteur pour 2028 ou 2030. Là, le projet d'une écurie usine-constructeur, ça fait sens pour la Formule 1 et ça apporte à la Formule 1 en termes de valeur financière, marketing, de réputation, tout ce que tu veux. La Formule 1 n'a donc pas officiellement refusé l'entrée d'Andretti, mais a habilement dit « pas tout de suite, mais plus tard ». Avec ce genre de conditions. Bon alors vous vous doutez bien que du côté de chez Andretti, ça tire un petit peu la gueule. Ce refus reste quand même juste un obstacle parce que eux continuent de travailler sur leur projet, d'investir de l'argent, etc. en vue d'être sur la grille de départ en 2026. Sauf que bon pour l'instant ils se sont fait refuser. Mais, comme dirait l'autre, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En octobre 2024, soit plus de 6 mois après le refus de la Formule 1, le DOJ, le Department of Justice, le ministère de la Justice américaine si vous préférez, vient et toque à la porte de Liberty Media. Parce que si le Formula One Group est britannique, du moins en Europe pour faire plus simple, les propriétaires, eux, sont bien américains et dépendent donc de la justice américaine. La justice américaine ouvre une enquête sur fond de suspicion de pratiques anticoncurrentielles qui empêcheraient Andretti d'entrer en Formule 1 tout de suite. Globalement, on accuse, entre guillemets, la Formule 1 de contrôler son marché et de dire qui a le droit de rentrer et qui n'a pas le droit de rentrer, si vous préférez. Les ligues fermées comme la Formule 1 sont courantes aux États-Unis. On a la NFL, la NBA, la NHL et la MLB par exemple, qui n'acceptent aucune nouvelle équipe et n'ont pour certaines même pas un processus clair pour pouvoir accepter une nouvelle équipe. La Formule 1, elle, a un processus, même s'il reste à la discrétion de la FIA et du Formula One Group. De plus, les équipes en place n'ont officiellement aucun pouvoir de décision sur l'entrée d'une nouvelle écurie. Donc, on coche toutes les cases pour être tranquille. Sauf que face à ce genre d'argument, le DOJ fait un peu la sourde oreille. C'est vraiment en mode, tu sais, la police qui t'arrête pour un truc un peu à la con. Et puis là, il y a un gars qui brûle un feu rouge, par exemple, et tu dis, mais il vient de brûler un feu rouge. Non, monsieur, vous concentrez pas sur ça, là, on se concentre sur votre problème. D'accord? Vous aviez le téléphone au volant, par exemple. Bref, et c'est là où toute notre histoire prend une tournure politique complètement inattendue, et c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est fou. Car tout part du sénateur républicain Jim Jordan qui aime regarder la Formule 1 le dimanche. Et avec 2 autres sénateurs, ils vont envoyer une lettre pour demander la totale à Liberty Media. Les documents dans tous les sens, confidentiels, etc., dont les accords concordent, pour comprendre pourquoi ils ont repoussé l'entrée en Formule 1 d'Andretti, sachant que la FIA l'avait, elle, accepté. Et encore une fois, dans le processus, FIA Formula One Group, c'est les mêmes critères qu'il faut cocher. Donc si la FIA a dit oui sur tous les critères et que le F1 Group a dit non, qu'est-ce qui se passe en fait? Ajoutez à cela que notre bon vieux Mohamed Ben Sulayem a lâché un « de toute manière, le refus d'Andretti c'est une question de pognon », ajoutant carrément de l'essence sur un petit feu qui commençait gentiment à bien prendre. Petit aparté, mais comme on vient de le voir, oui, c'est bien une question d'argent. Pas une question de s'en mettre plein les poches, mais surtout une question de protéger les écuries et le sport en lui-même et de pas faire n'importe quoi en fait. Ah oui, et j'ajoute juste que le président de la FIA n'a aucun droit de regard sur toute la partie commerciale et voire même il n'a pas le droit de l'ouvrir beaucoup sur le pognon, etc. C'est pas son affaire, tout est délégué au Formula One Group. La FIA, ça reste tranquille. De toute manière, je suis déjà en train de vous préparer une vidéo sur Mohamed Ben Sulayem parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a du très très lourd. Je pourrais pas tout vous dire, mais c'est fou, ça part loin. Dans le même temps, tout s'emballe car un groupe de 12 membres républicains comme démocrates vont envoyer l'affaire à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale si je me trompe pas. Et c'est là où la justice est saisie. J'ajoute que, à ce moment du processus, peu importe le parti politique, Andretti représente l'intérêt de la nation américaine en Formule 1. Et l'intérêt de la nation prime sur les querelles entre républicains et démocrates, surtout quand il s'agit d'Européens en face qui rayonnent dans le monde. Alors oui, je sais, il y a As qui existe en Formule 1, mais visiblement, je pense que personne n'est au courant aux États-Unis. Je saurais pas vous dire. La justice prend donc en main le sujet, et comme toute bonne administration qui se respecte, ça va prendre du temps.
Parce qu'on fait aussi venir la FTC, la Federal Trade Commission, qui est donc la Commission fédérale des échanges. Ça rigole pas trop, ce genre de truc. Bref, tout le monde se penche sur l'affaire au fur et à mesure, et tout va se jouer en coulisses et bien loin des personnes publiques que l'on a l'habitude de voir. Et donc vous avez sûrement dû voir passer cette info, ou en tout cas ce clash entre Michael Andretti et Greg Maffei, le patron de Liberty Media encore en 2024. Greg Maffei qui a lâché un bon gros « Je ferai tout ce qui est possible en mon pouvoir pour faire en sorte que Michael Andretti ne mette jamais un pied en Formule 1 ». Un peu vénère, mais doit y avoir une querelle entre les deux, je sais pas. Andretti et Maffei, c'est un peu les gamins qu'on va mettre au coin pendant que les adultes discutent. Michael Andretti est écarté, tout comme Greg Maffei qui quittera la direction de Liberty Media fin 2024 après une réorganisation des filiales et des actifs notamment. Derrière Andretti Global, on retrouve Mark Walter, milliardaire, et Dan Taoris, qui reprend le projet Formule 1 après Michael Andretti. Côté Liberty Media, le vrai patron qui reprend un peu la main, c'est John Malone. C'est le propriétaire de Liberty Media tout simplement. Milliardaire aussi d'ailleurs. Pour revenir sur Mark Walter, c'est un businessman qui sent le fric. Il est à la tête d'une entreprise gérant 325 milliards de dollars d'actifs dans le monde, et il incarne ce que la F1 redoute le plus. Un investisseur plus attiré par le profit que par le sport. En prime, il est proche des démocrates et de General Motors qui a reçu des fonds sous l'administration Biden. En face, John Malone, républicain assumé et soutien de Donald Trump, a lâché 2 millions de dollars au parti républicain rien qu'en 2024 par exemple. Bon, et donc, à moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes au courant que début novembre 2024 se passe un événement relativement majeur sur le sol américain et qui a des répercussions dans le monde. C'est l'élection du coup de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et donc cette élection va entraîner un changement d'administration début janvier 2025 quand il sera investi des pouvoirs des États-Unis, de la présidence des États-Unis. Mais ce changement d'administration ne va pas s'opérer avant début 2025. Donc si on prend bien en considération tout ce que je viens de vous dire, et même en partant du principe que normalement l'administration et le DOJ doivent rester neutres, Liberty Media ont quand même plus le temps avec eux, puisque Donald Trump va arriver et mettre en place des officiels qui seront peut-être un petit peu plus en faveur de Liberty Media et de John Malone, sauf que ça n'arrivera qu'en janvier ou début 2025. Alors que Mark Walter et General Motors bénéficient de encore peu de temps sous l'administration plutôt démocrate qui est alors encore en place. Faut bien comprendre que, vu que la justice américaine a été saisie et que ça y est, l'enquête elle est ouverte, pour faire en sorte que Andretti rentre en Formule 1, il faut que la justice américaine trouve un élément compromettant. Là, c'est ça la situation. Faut trouver un élément qui permette de dire « Ah, vous avez déconné, Andretti par là ». C'est ça la situation, concrètement, dans le réel. On s'en fout des partis politiques des uns des autres, mais globalement c'est ça. Et donc, pendant le week-end du Grand Prix de Las Vegas, quelques jours seulement après l'élection de Donald Trump, on apprend, toujours dans les coulisses du paddock, que ça y est, la justice américaine a ce que l'on appelle un smoking gun. Une preuve tangible. Il semblerait qu'une conversation WhatsApp aurait fuité, ou du moins aurait été révélée par un lanceur d'alerte inconnu, qui montre des messages entre la Formula One Management et les équipes sur une volonté de refuser l'entrée d'Andretti en Formule 1. Alors même s'il n'y a pas d'ordre ou de demande et seulement des opinions par exemple, ça suffirait à la justice américaine pour attaquer Liberty Media pour ce que l'on appelle en anglais collusion, c'est-à-dire complicité avérée ou connivence, ce qui est interdit dans ce cas-là. Alors du coup, qui dans le monde de la Formule 1 aurait pu poucave ? Et surtout, dans ce monde de la Formule 1, qui aurait intérêt à poucave? Parce qu'en fait, l'entrée d'Andretti fait perdre de l'argent globalement à peu près à tout le monde. En tout cas, pour les équipes. Il n'y a aucun intérêt à ce que quelqu'un poucave. Ou alors, dans quelques mois, on verra peut-être un gars sortir de nulle part avec un yacht, la dernière Ferrari à Monaco, etc. On aura des signes, quoi. Par exemple. Sinon, et ça a déjà été plus ou moins avéré, il y a des problèmes de sécurité sur WhatsApp. Et je crois de mémoire, vous me direz si je me trompe dans les commentaires, mais WhatsApp et les gouvernements et la surveillance des gouvernements, il y a peut-être un truc. Bon, tout ça, ça reste quand même de la rumeur, mais pour le coup, pour le moment, le DOJ, il a la preuve dont il avait besoin pour faire plier Liberty Media dans les négociations. Le DOJ, dans ces cas, laisse deux choix. Le premier, c'est le deal à l'amiable, de manière privée. On s'assoit autour d'une table, avec toutes les parties prenantes, et on s'arrange.
J'ajoute que les relations entre toutes les parties ont dû potentiellement s'apaiser depuis qu'il n'y a plus Michael Andretti et Greg Maffei, ce qui peut permettre de simplifier et de fluidifier les échanges en vue de faire un deal de manière bien plus rapide, ce qui va potentiellement aussi coûter moins d'argent en trouvant des terrains d'entente. La deuxième possibilité, c'est on envoie la cavalerie. Le FBI avec des mandats d'arrêt pour choper tous les documents qu'on veut, confidentiels, etc. Et Dieu seul sait qu'on peut découvrir des choses pas très ouf. On envoie aussi la presse, histoire de tanker un peu l'action en bourse et de faire perdre de l'argent et aussi peur aux investisseurs, de vous montrer sous un angle de voyou aux yeux du monde. Et puis, petite cerise sur le gâteau, tout travail mérite salaire, et tout ce tintouin là, ça coûte un peu cher aux contribuables américains, donc on va saupoudrer tout ça d'une bonne amende bien salée. Comme ça, tout le monde est content. Voilà les deux options. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça y est, les fans jubilent. On a notre 11e écurie de Formule 1. Potentiellement donc plus de voitures, donc potentiellement plus de spectacles. On est content, on est ravis. En vrai de vrai, c'est une bonne nouvelle. Comme vous pouvez le voir, la Formule 1 est absolument ravie d'accepter General Motors et Cadillac. En témoigne le communiqué de presse, puisque c'est un simple encart noir sur blanc. Pas de vidéo, pas de photos, pas d'événements, comme ça a été le cas pour Audi en 2022, pour l'acceptation du 5e constructeur mondial de voitures en catégorie reine du sport automobile. On sent qu'il y a un petit goût amer dans la bouche de la Formule 1. Il y a un petit truc où on est... Bon, c'est pas ouf. Donc vous vous doutez bien que si on n'a pas eu de vagues dans la presse sur une affaire Tony Truant complètement folle, ou que même le cours de l'action ne s'est pas cassé la gueule tout simplement en bourse, c'est que la Formule 1 a effectivement passé un deal avec Andretti, avec Cadillac et General Motors, et avec la justice américaine. Premièrement, ce que l'on a sous les yeux, c'est un accord de principe. Ça veut dire que oui, General Motors et Cadillac vont entrer en Formule 1, mais il reste encore du boulot. D'ailleurs, on a dû attendre plus de 3 mois avant une véritable officialisation. Elle est tombée la semaine dernière. Petit teaser, quelques photos, mais rien d'autre. Encore une fois, pour accueillir une 11e écurie de Formule 1, ce qui est un véritable événement dans le sport, ça fait un poil léger quoi. Il n'y a pas une conférence de presse, il n'y a pas une présentation avec une vraie voiture, etc. Un peu comme pour Audi. Deuxièmement, dans ce deal, et vous l'avez peut-être remarqué, mais aucune mention du nom Andretti. Andretti, ça dégage. Le nom restait encore à définir en novembre, chose faite depuis la semaine dernière. Cadillac F1 Team. On garde Mario Andretti tout de même au conseil d'administration de l'écurie, mais c'est tout. La Formule 1 a ce qu'elle veut, du moins ça doit se mettre en place, mais c'est l'implication de General Motors et d'une de ses marques en Formule 1, d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue technique. Et puis General Motors sera donc futur motoriste en Formule 1. Donc oui, là, le projet de General Motors et Cadillac apporte de la valeur à la Formule 1 et en plus de ça, s'engage sur du long terme puisque fabriquer un moteur de Formule 1, ça coûte beaucoup de pognon, ça se fait pas en un jour, donc ouais, ça t'engage un peu quand même. Si on se penche sur le côté financier, Cadillac paye, selon les rumeurs, une clause anti-dilution de 450 millions de dollars, donc 45 pour chaque équipe, au lieu des 200 millions prévus par les accords Concorde qui sont aujourd'hui en vigueur. On a fait presque un juste milieu pour compenser les futurs accords Concorde et cette fameuse clause qui va être augmentée aux alentours peut-être des 800 millions de dollars. Il faut comprendre que si on fait des calculs, les 45 millions de dollars qui vont être touchés par les écuries ne vont pas compenser le manque à gagner. Cadillac va à terme effectivement apporter de la valeur et donc de l'argent, mais entre aujourd'hui et le moment où son écurie va bénéficier à tout le monde, 45 millions, c'est admis comme pas assez par les écuries. Alors, 45 millions, c'est toujours mieux que les 20 millions prévus par les accords Concorde, donc dose un peu quand même. Sachant que Cadillac va pouvoir toucher de l'argent du championnat dès sa première année et donc réduire l'entrée d'argent des équipes au global, bon, ça tire un peu la gueule. On coupe le gâteau en 11 au lieu de 10. Bon alors, du coup, sur les papiers, l'administratif, financier, etc., on l'a vu. Maintenant, ce qui vous intéresse forcément, c'est comment ça va se traduire dans le réel, dans le concret et potentiellement en piste. A priori, pour construire sa voiture et donc surtout son châssis, Cadillac va aller voir Dallara. Ce n'est pour l'instant que des rumeurs, mais ça fait sens puisque les Cadillac LMDH sont des châssis Dallara. Une des conséquences, c'est que ça peut pousser Haas à amplifier son partenariat avec Toyota Gazoo Racing Europe pour construire ses voitures et ses châssis à Cologne et diminuer
un peu plus rapidement son partenariat avec Dallara. Il manque donc un moteur à la Cadillac puisque leur moteur arrivera d'ici la fin de la décennie, et donc si à l'origine du projet Andretti ça discutait avec Renault, ce sera finalement un moteur Ferrari. Je vous le rappelle, mais Renault cesse ses activités F1 à partir du début 2026, malgré le travail sur un moteur nouvelle génération. Cela permettra quand même à Ferrari de garder le même nombre de clients avec le départ de Sauber qui va donc devenir Audi et qui aura un moteur Audi. Donc ce deal Cadillac General Motors avec la Formule 1 qu'on a là sous les yeux est finalement mieux que le projet de base d'Andretti. Bah ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Je pense sincèrement que finalement la justice américaine a fait en quelque sorte qu'accélérer ce qui allait se produire d'ici quelques années avec une 11e écurie qui allait rentrer de toute manière, je pense, en Formule 1 à un moment donné ou un autre. Alors, ce qui est cool quand même dans ça, c'est que au lieu d'avoir juste une simple écurie de sport auto qui est connue que par les passionnés de sport auto, on a un constructeur d'envergure mondiale qui s'implique en Formule 1, d'un point de vue marketing et d'un point de vue technique. Donc, franchement, on y gagne. Mais je vous le rappelle encore une fois, et je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, le problème n'est pas de ne pas vouloir une 11e écurie de Formule 1, mais de vouloir une bonne 11e écurie de Formule 1. C'est ça qui est important. Il reste effectivement quelques problèmes à régler pour Cadillac. L'écurie est détenue par une société qui s'appelle TWG, cofondée par Mark Walter et Dan Tauris. La branche sport auto de cette grosse boîte est dirigée par Dan. Elle regroupe donc la future écurie Cadillac F1, les différentes écuries d'Andretti qui sont engagées en IndyCar, Formule E, etc., Wayne Taylor Racing en IMSA si je dis pas de bêtises, et Spire Motorsport en NASCAR. Tout ce joli monde avait pour projet de se rassembler sous le toit d'une même et grande usine aux États-Unis à coût de 200 millions de dollars. Et donc d'utiliser leur base en Grande-Bretagne, plus pour l'équipe de course qu'autre chose. Sauf que ça pose un problème pour la réglementation en Formule 1. L'article 5.1 alinéa H oblige à ce que les écuries qui ont aussi des activités non F1 séparent physiquement leurs lieux et mettent en place des systèmes informatiques différents. En fait, c'est juste pour éviter que d'autres entreprises bossent pour des écuries de F1 et que ça échappe au budget plafonné. Alors du coup, il va falloir un petit peu se réorganiser du côté de chez Cadillac F1, on va l'appeler comme ça ce projet, parce que le problème c'est que l'usine en Grande-Bretagne est pas aussi grosse que ce qu'il faudrait, du coup. Elle n'a pas été dimensionnée pour ça, donc il y a un peu de taf. Autre problème dont on attend une résolution, General Motors n'a pour le moment pas de part significative dans le projet, que ce soit dans l'entreprise TWG ou dans l'entreprise GPM Cadillac, donc l'écurie de Formule 1. Ça se vérifie facilement parce que General Motors est une société qui est cotée en bourse et selon la loi américaine, elle doit rendre publiques les parts qu'elle détient dans les autres entreprises. Aujourd'hui, celui qui a la plus grosse part de GPM Cadillac, donc de l'entreprise du projet F1, c'est Mark Walter. Ce qui veut dire que General Motors prend le temps d'étudier aussi la situation et n'investit probablement pas d'argent sans avoir des accords avec GPM Cadillac ou TWG ou même des parts dans ces sociétés-là. Cela rend donc pour le moment l'engagement de General Motors moins fort et donc moins risqué, et s'ils décident de partir à tout moment, a priori ils peuvent le faire, surtout si ça sent le fiasco. En fait, je pense que c'est plus une question de temps avant que General Motors prenne justement des parts dans ce projet-là et que ça se traduise par de l'investissement, etc., du cash qui arrive de la part de General Motors dans l'écurie de F1, mais vigilance quand même. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que General Motors a quand même créé une entreprise pour faire des Power Units. Et ça, c'est une belle preuve d'engagement. Russ Oblenes sera le CEO, il a fait toute sa carrière chez General Motors et a passé la majeure partie de son temps à travailler sur les moteurs de NASCAR et plus récemment sur les moteurs des Cadillac LMDH. Le V8 qui gueule là, faut le remercier. Ils vont donc ouvrir une usine à Charlotte aux États-Unis courant 2026 avec l'objectif de démontrer le savoir-faire de General Motors au monde entier. Ils n'ont pour l'instant aucune expérience en Formule 1 et je le rappelle, ils visent de mettre un moteur en Grand Prix pour 2028 ou 2030. Attention, ça arrive vite. Enfin, dernier petit problème, c'est que le projet pendant toute sa candidature et donc jusqu'à l'acceptation de la F1 fin novembre 2024 n'était pas soumis aux règles de la Formule 1. Donc, ils pouvaient dépenser sans compter, bosser sur les voitures et les règlements, etc., etc. Ce qui a pu leur donner un avantage injuste face aux autres équipes engagées. On va pondérer la chose quand même, malgré des recrutements et du travail de fait, ils ont peut-être eu une longueur d'avance au départ, mais ça reste minime. Leur écurie ne compte pas encore des milliers d'employés, etc.,
etc. Ceci étant dit, ils ont réussi à recruter Pat Symonds, qui a bossé sur la réglementation 2022 avec Ross Brawn de mémoire, et Graham Lowdon, qui a été notamment l'ancien team principal de Marussia il y a 10 ans. 2026, c'est quoi? C'est dans 9-10 mois à peu près, au moment où j'enregistre la vidéo. S'ils arrivent avec 2 voitures qui roulent, ou en tout cas une voiture qui roule aux essais hivernaux de pré-saison le premier jour, je pense que déjà la mission est plutôt bien accomplie. En revanche, d'un point de vue performance, j'ai un peu plus peur et un peu plus de doute. Parce que ça arrive vite et qu'il y a beaucoup de taf, et en termes d'expérience, même s'ils ont 2-3 gros techniciens entre guillemets plutôt expérimentés, il y a du taf. Il y a du taf. Il y a du taf. Donc la performance pour le moment, gros point d'interrogation pour ce projet. Bon, et du coup la vraie question c'est, en tant que fan, est-ce qu'on y gagne ou est-ce qu'on y perd avec toute cette histoire? Vu la santé de la Formule 1 et sa croissance, les prochains deals pour les diffuseurs américains vont augmenter, ça a déjà été le cas notamment pour Canal+, et la question de savoir si ça va se répercuter sur notre porte-monnaie, on n'a pas encore tout à fait la réponse. Les deals pour les promoteurs de Grand Prix, donc les organisateurs de Grand Prix, augmente aussi. Les prix des places explosent sur certains Grands Prix, et c'est sans compter tout ce qu'il y a à côté du prix du ticket pour un Grand Prix qui augmente aussi de toute manière. Par exemple, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, j'ai regardé pour avoir une place à Copse en tribune, parce que moi je trouve que c'est un endroit de ouf pour voir les F1. Puis j'ai regardé le prix du voyage, le Airbnb, etc. Un Airbnb un peu correct, hein, pas un manoir, etc. Si on s'y met à 3 potes, par exemple, on va taper sur un séjour du jeudi au lundi pour un peu prendre son temps, pour pas loin de 7000 €. Les prix sont délirants. Alors, une 11e écurie de Formule 1, parce qu'elle entraîne un manque à gagner non prévu par les 10 autres, pourrait peut-être entraîner une accélération de l'augmentation des prix pour les diffuseurs et les promoteurs. Et tout cela peut aussi se répercuter sur notre porte-monnaie à terme. Et pour le moment, même si on n'a pas encore une augmentation du prix pour consommer la F1, que ce soit sur les différents abonnements pour la regarder ou pour aller sur des grands prix, même si les prix du ticket augmentent, en contrepartie d'une 11e écurie, on n'a pas encore la garantie d'un plus grand spectacle. Je termine aussi par le fait que 10 écuries ou 11, visuellement parlant, on verra très peu de différence. C'est comme quand d'une année à l'autre, on prend 2 secondes par exemple de performance. Ça se voit sur les chronos, mais visuellement parlant, on verra pas la différence. Donc oui, à la base, je pense que le projet Andretti était une fausse bonne idée. Et avec toutes les péripéties qu'on vient de voir dans cette vidéo, la Formule 1 a réussi non pas à faire entrer une 11e écurie, mais potentiellement une 11e bonne écurie de Formule 1. Alors évidemment, tant qu'ils n'ont pas mis une roue sur la piste, on sait pas. Mais a priori, le projet Cadillac General Motors a plus de gueule que le projet Andretti de base. La F1 a agi en voulant protéger ses propres intérêts financiers. Mais du coup, en conséquence, elle a protégé les intérêts des équipes, du sport, et on le verra dans le temps si c'est le cas ou pas, mais peut-être qu'elle a protégé les intérêts des spectateurs.